Alors Yann, est-ce que Yann est présent? Donc Il nous Yann rejoint est incessamment sous peu. psychologue. Oui. Alors Il nous Yann, rejoint incessamment sous peu. il nous rejoint incessamment sous peu. Très bien. Donc Yann est un psychologue et qui est aussi addict du jeu vidéo et il en a fait un créneau, en fait, une niche de psychologie autour des jeux vidéo et il va nous parler de la représentation des Noirs et des minorités ethniques dans les jeux vidéo. Est-ce que c'est important? Donc il va un petit peu compléter les réponses que l'on a pu avoir sur la table ronde. Bonjour Yann. Bonjour. Eh bien, je vais te laisser prendre place. Merci beaucoup. Mais oui, alors j'ai quelques clics de retard. Bon, tout va bien, on est bon au niveau timing, ça va. Que 2 minutes. C'est vrai. Oui, très bien. Je vais essayer de pas trop stresser alors. Pardon? Je vais essayer de pas trop stresser. Non, ça va. Bon. C'est parti quand tu veux. Si c'est bon pour tout le monde, on peut commencer. Ouais. C'est bon pour nous. Ok. Alors bon, c'est vrai, j'ai beaucoup de défauts puisque je suis psychologue et joueur de jeux vidéo et je dois même confesser que parfois je me surprends à penser que je suis noir. Donc ça fait quand même pas mal de problèmes, mais ça amène aussi des rencontres heureuses puisque ça me permet de participer au Kumbit du jeu vidéo et d'apprendre quelques mots supplémentaires, de les ajouter à mon vocabulaire. Alors, je vais vous parler de la représentation des Noirs dans les jeux vidéo en mélangeant mon expérience personnelle des jeux vidéo avec ce que la recherche a pu mettre en évidence sur cette question. Alors, pendant très très longtemps, les jeux vidéo ont été vécus comme l'Alabama rêvé de Martin Luther King. Vous vous souvenez que dans son fameux discours I Have a Dream, il rêvait de voir un jour des enfants d'Alabama de couleurs différentes pouvoir jouer ensemble. Eh bien, avec Internet, on a vécu ce rêve, comment dit-on, luthérien, probablement, puisque pour les joueurs, sur Internet, la couleur de la peau n'avait plus aucune importance. Plus rien n'avait d'importance d'ailleurs, sauf ce que vous faisiez in-game. Vous pouviez être avocat ou boucher ou psychologue. Ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'était ce que vous pouviez faire dans le jeu vidéo avec vos partenaires de jeu. Donc, par rapport à la couleur de la peau, les espaces vidéoludiques étaient des espaces différents de celui de la réalité tangible, puisque, comme vous le savez, on ne choisit pas la couleur de sa peau, même si on passe beaucoup de temps, pour certains d'entre nous, à bronzer pour essayer de la faire noircir un peu. Sur Internet et avec les jeux vidéo, vous pouvez, en quelques clics, choisir de devenir une geisha japonaise ou un guerrier picte, et puis vivre votre meilleure vie. Donc l'Internet et les jeux vidéo étaient une sorte de zone colorless, puisque chacun y avait temporairement ou durablement la couleur de peau qui correspondait à ses désirs du moment. Mais petit à petit, on s'est aperçu que la réalité était un peu plus complexe, comme toujours, et on s'en est aperçu parce que euh, euh, les joueurs laissaient volontairement ou pas des indices de leur identité au fil des parties. Lorsque, par exemple, je joue à World of Warcraft et que je croise un personnage qui s'appelle Sundiata Keita, eh bien, je suis à peu près certain que la personne qui anime ce personnage vient un peu de la région du Mali. Hein. Peut-être qu'elle vit à Clermont-Ferrand, mais en tout cas, elle a une connaissance suffisante de la culture et de l'histoire du Mali pour prendre le nom de ce grand roi. Et de la même façon, lorsque une de mes mules dans World of Warcraft s'appelle Kangamoussa, eh bien, il y a des messages que je diffuse vers la communauté concernant mon identité. Je ne suis pas malien, hein, mais c'est une façon, c'est un espèce de clin d'œil et ça me permet d'avoir des interactions différentes avec des personnes parce que j'ai laissé filtrer un indice qui laisse penser que j'ai un lien particulier avec cette région africaine. Donc, dire que l'Internet est un espace qui est colorless, c'est quelque chose qui ne correspond pas aux faits.
Et c'est aussi quelque chose qui a attiré l'attention des chercheurs. Il y a une chercheuse qui s'appelle Lisa Nakamura qui s'est intéressée à cette histoire, et elle a montré que en choisissant différentes identités en ligne, eh bien, les joueurs de jeux vidéo faisaient une espèce de tourisme identitaire. Son idée, c'était que lorsqu'un homme prenait l'identité d'une femme, se mettait dans les chaussures d'une femme dans un jeu vidéo, eh bien, c'était une façon pour lui d'apprivoiser l'identité féminine, de vivre par avatar interposé ce que les femmes peuvent vivre dans la vie réelle, et de développer peut-être un peu plus d'empathie vis-à-vis du sexe opposé. Eh bien, ce tourisme identitaire pourrait marcher aussi avec, avec les personnes de différentes couleurs. Euh, Nakamura amène quand même un point de vue un peu critique, parce qu'elle pointe les aspects positifs de ce tourisme identitaire, puisque, comme je vous le disais, ça permet au mieux de développer de l'empathie vis-à-vis des personnes qui sont différentes de nous, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Mais elle pointe aussi le fait que ça reste quand même du tourisme de masse. Elle n'utilise pas cette expression, mais j'utilise cette image pour vous faire sentir son point de vue. Pour Lisa Nakamura, il est possible que les joueurs loupent la cible, tout simplement parce que lorsque vous jouez une geisha japonaise, vous ne jouez pas une geisha japonaise, vous jouez le stéréotype occidental de la geisha japonaise, soumise, experte dans l'art de l'amour, etc., etc. De la même manière, si vous jouez une personne de couleur, vous ne jouerez pas une personne de couleur, mais vous jouerez le stéréotype d'une personne de couleur à l'intérieur d'un jeu vidéo. Pour vous le résumer en une formule, je dirais que ce tourisme identitaire correspond un peu à ce que l'on peut faire lorsque l'on va au club méditerranéen de Dakar. Si vous y passez une dizaine de journées, eh bien, vous passerez un bon moment dans le club méditerranéen, ma foi. Ce sont des espaces qui sont agréables à vivre, mais en aucun cas, vous ne pourrez dire que vous êtes approché de la culture ou de l'histoire du Sénégal. Tout est complètement fake dans les clubs méditerranéens, et cette culture que l'on vous amène à grand renfort de danse et de tam-tam ne correspond pas véritablement à la culture du pays. Donc, on aurait le même système avec les jeux vidéo. Ce tourisme identitaire se serait passé un peu à côté de la réalité des choses. Alors, il y a d'autres études qui confirment cette idée. En observant comment les minorités sont représentées dans les jeux vidéo, les chercheurs ont constaté de très nombreux biais. Une des études les plus complètes à ce jour a été faite par Williams et ses collègues. Ils ont procédé à un recensement virtuel, c'est-à-dire qu'ils ont récolté un corpus de plus de 150 jeux vidéo répartis sur 9 plateformes de jeux. Et au total, ils ont près de 8500 personnages qu'ils ont compté minutieusement. Et les chiffres de ce recensement ont été comparés aux chiffres de la population américaine. Alors, c'est une démarche qui est intéressante parce qu'elle permet de voir les différences entre les populations in-game. À ce moment-là, c'était en 2009, ça date un peu, mais l'étude est quand même assez solide, et puis la population américaine. Donc, qu'est-ce que Williams et ses collègues trouvent? Ils trouvent d'abord, que les personnages blancs et les personnages asiatiques sont les plus nombreux dans les jeux vidéo. Quand vous jouez avec un jeu vidéo, il y a de très fortes chances que vous jouiez avec un personnage qui est blanc. Et puis deux, ils ont aussi montré que lorsque vous jouez avec des jeux qui ont la notification E pour Everyone, je crois que ça correspond à notre bon vieux Peggy 3 ici, eh bien, vous avez plus de chances de jouer avec un personnage noir, ou biracial, comme on dit aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ces jeux-là, vous avez beaucoup de jeux de sport, et ma foi, qui dit sport dit noir, bien entendu, hein, parce que quand vous êtes noir, vous courez vite, vous faites bien de la boxe, vous jouez au basketball, etc., etc. Il y a une autre étude qui a été menée par Brand et ses collègues qui a obtenu des résultats assez similaires avec une méthodologie qui est différente. Les psychologues, là, se sont plus centrés sur les couvertures des magazines de jeux vidéo et puis les boîtes de jeux vidéo qu'ils ont analysées. Ils ont procédé à une analyse de contenu pour voir quels étaient les personnages qui étaient poussés au devant du public. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent d'abord qu'il y a une
un personnage qui est pratiquement systématiquement absent, ce sont les femmes noires. Et puis, ensuite, il constate que les hommes de couleur noirs sont moins représentés que les hommes blancs. Donc, on retrouve ce que Williams avait déjà montré quelques années auparavant. Et puis, ils sont aussi plus souvent présentés comme des athlètes ou comme des personnes agressives. Les hommes de couleur, au moins dans l'échantillon de cette étude, portent moins souvent un uniforme. Ça, c'est un point qui est important parce que ça veut dire que lorsque vous êtes noir dans un jeu vidéo, un personnage de jeu vidéo, vous êtes moins souvent détenteur de l'autorité et de la violence de l'État. Donc, ils portent moins souvent d'uniforme. Et puis, ils utilisent moins souvent des appareils que les hommes blancs. Explication simple, bien évidemment, depuis Senghor, on sait que les Noirs sont des êtres qui sont proches de la nature et ils n'ont pas à s'encombrer avec des instruments techniques compliqués. Hein. Pour le dire de façon un peu moins ironique, les Noirs dans les personnages noirs dans les jeux vidéo ont un rapport à la technologie qui est moins complexe que les personnages blancs. Et puis, pour tous ces auteurs, les jeux vidéo diffusent un message qui est clair. Les hommes de couleur sont invisibles ou violents. Ils sont invisibles quand ils ne sont pas dans les jeux vidéo. Et puis quand ils sont présents, ils sont souvent présents du fait de leur force physique ou de leur violence. Alors, quand on prend toutes ces études ensemble, cela suggère que les jeux vidéo diffusent une représentation fallacieuse des Noirs en les présentant comme des hommes qui sont ou soumis ou révoltés. Alors, là, on était autour des années 2010 avec Williams, 2009 avec Williams. Les choses ont un peu évolué, puisque on peut noter qu'au fil des années, la représentation des minorités a évolué vers quelque chose d'un peu plus complexe. Par exemple, GTA V nourrit effectivement la panique morale autour des jeunes noirs qui sont présentés comme des personnes oisives et violentes. Mais le jeu est aussi, par ses mécaniques, une critique de la violence d'État envers la minorité noire. Vous pouvez le voir, par exemple, lorsque vous jouez à GTA V, que vous commettez un délit dans des quartiers noirs, eh bien, les forces de police ont tendance à intervenir beaucoup moins rapidement que lorsque vous commettez le même délit dans un quartier qui est plutôt blanc. Alors, par ailleurs, on trouve aussi plus souvent des personnages de couleur noire dans les jeux vidéo. Vous avez Marcus Holloway dans Watch Dogs 2, et puis bien sûr Lee Everett, par exemple, dans The Walking Dead, la première saison, qui sont des personnages noirs, ma foi, normaux en fait. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste limités à des stéréotypes. Alors, la représentation des minorités dans les jeux vidéo est quelque chose d'important, puisque cette représentation est un reflet du monde social dans lequel nous évoluons. C'est ce que disent certaines personnes lorsqu'elles traduisent le plaisir qu'elles ont de se reconnaître au travers un personnage dans un jeu vidéo. Mais alors, quel est l'effet de ces représentations sur nos comportements? Parce que ça, pour moi, psychologue, c'est vraiment la question importante. On joue aux jeux vidéo, on y passe beaucoup de temps. Est-ce que ça a un effet sur les comportements? Et si ça a un effet sur les comportements, quelle est la magnitude de cet effet? Pour répondre à cette question, les psychologues utilisent généralement deux grandes théories. Enfin, il y a une petite théorie, une grande, mais bon, allez, on va toutes les deux les faire grandir toutes les deux. Ils utilisent deux théories. La première théorie, c'est la théorie de l'amorçage, qui affirme que les médias ont des effets sur la manière dont la personne traite ensuite d'autres stimuli. Concrètement, ça veut dire que si vous jouez avec un jeu vidéo violent, eh bien, vous aurez amorcé dans votre esprit des émotions violentes, des pensées violentes, et ça aide à ensuite exprimer des comportements violents dans la réalité. L'autre théorie, la théorie de la cultivation, est beaucoup plus générale puisqu'elle affirme que les médias apportent au public des standards et des cadres de référence qui façonnent ses idées et ses valeurs. Et lorsqu'on met ces deux théories ensemble, eh bien, cela suggère fortement que les représentations biaisées des personnes de couleur
dans les jeux vidéo peuvent avoir des effets défavorables, au moins de deux façons différentes. La première façon, c'est que ça peut accentuer les représentations et les comportements racistes, à force de jouer avec des jeux vidéo qui présentent les Noirs comme des personnes qui sont violentes ou systématiquement des dealers de drogue. Eh bien, vous implémentez petit à petit dans votre esprit l'idée que tous les Noirs sont des dealers de drogue et des personnes violentes. Et puis, l'autre effet attendu, c'est que l'estime de soi des personnes de couleur risque d'être minée par cette représentation qui est quand même massivement négative, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, on note quand même un progrès depuis une petite dizaine d'années. Alors, est-ce que ça marche comme ça, hein? Est-ce que véritablement le fait qu'il y ait moins de personnes, qu'il y ait peu de personnages de couleur et que pratiquement systématiquement ces personnages de couleur soient présentés de façon négative, est-ce que ça a un effet négatif sur les comportements? Eh bien, là, c'est vraiment pas certain du tout. Puisque ce que la recherche montre, c'est que les effets des médias en général et puis des jeux vidéo en particulier sont toujours très, très limités dans le temps et dans leur intensité. Alors, ce sont vraiment deux points qui sont importants, puisque jusqu'à présent, ce qu'on a pu mettre en évidence peut se résumer en une formule. Dans certaines situations, auprès de certaines personnes, il est possible que les jeux vidéo aient certains effets. Vous voyez que c'est quand même assez vague. Et en ce qui concerne les stéréotypes raciaux, on a plusieurs issues possibles. Tout d'abord, le joueur peut être complètement indifférent aux stéréotypes raciaux qui sont diffusés à l'intérieur du jeu vidéo. Seconde option, ces stéréotypes peuvent l'amener à réfléchir sur la condition des Noirs dans l'espace social, dans la réalité. Et puis, troisième option, les stéréotypes raciaux peuvent contribuer à accentuer ces préjugés raciaux. Donc, les trois options sont ouvertes et aujourd'hui, les publications qui ont été faites dans ce domaine ne permettent pas de trancher en disant que c'est la voie 1, 2 ou 3 qui va être la plus probable. Par contre, ce que l'on sait de façon certaine, c'est que la taille de l'effet des jeux vidéo est de toute façon très très faible. Ça veut dire que les leviers comportementaux se trouvent ailleurs. Concrètement, cela signifie que si une personne a des positions qui sont racistes ou antiracistes ou que sais-je, ou violentes ou tout ce que vous voulez, la majorité du comportement, la plus grande partie du comportement, plus de 90% du comportement, est expliqué par ses expériences dans l'espace réel et par les interactions qu'il a avec ses proches, avec sa famille ou au travail. Alors, comment expliquer cela? Ça se comprend simplement si on prend en compte le fait que les effets des jeux vidéo ne sont pas directs. Il n'y a pas un stimulus A, jeu vidéo, et puis la réponse B, comportement exprimé. Ces effets passent toujours par des routes qui sont très complexes. L'effet d'un jeu vidéo va dépendre d'abord de variables d'entrée personnelles et situationnelles. Dans les variables personnelles, vous allez avoir les traits de personnalité, vous allez avoir aussi les influences génétiques qui font qu'une personne va être, par exemple, plus ou moins agressive ou plus ou moins empathique. Et puis, dans les variables situationnelles, vous allez avoir le type de jeu joué. Jouer au Monopoly, c'est pas la même chose que jouer à Resident Evil, même si dans les deux cas, ça peut être un jeu vidéo. Et jouer à Resident Evil, c'est pas la même chose que de jouer un tauren dans World of Warcraft. Et vous avez aussi la situation de jeu en elle-même, puisque l'on sait que les effets des jeux vidéo sont médiés selon que l'on joue en coopération ou en compétition. Eh bien, ces deux variables vont agir sur l'état interne du joueur en affectant trois routes différentes. Il y a une route qui est davantage dédiée aux émotions, parce que jouer aux jeux vidéo, c'est rencontrer des émotions qui peuvent être tout à fait vives, intenses. L'autre voie concerne les pensées. Les joueurs de jeux vidéo pensent, ce ne sont pas
des zombies décérébrés, ils ont des pensées qui leur viennent à propos des jeux vidéo et ils font des liens, des allers-retours entre la situation de jeu et puis les autres situations qu'ils ont pu vivre par ailleurs. Et puis enfin, il y a un troisième élément qui est activé par la situation de jeu, c'est le niveau d'excitabilité de la personne. Vous avez des gens qui sont très très calmes avec un niveau d'excitabilité qui est constant, qui peuvent utiliser le jeu vidéo pour augmenter un peu ce niveau d'excitabilité parce que c'est intéressant. Et puis il y a des gens qui vont vers les jeux vidéo justement pour baisser le niveau d'excitabilité, pour trouver des occasions de décharge des excitations. Eh bien, ces trois routes vont donner lieu à des réponses qui sont automatiques et puis des réponses qui sont un peu plus contrôlées. Les réponses qui sont exprimées par les joueurs vont faire l'objet d'une évaluation sociale. Si par exemple vous sautez sur votre canapé parce que vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire dans un jeu vidéo, eh bien, si vous n'êtes pas seul dans la maison et il y a d'autres personnes qui vous observent, elles vont avoir une évaluation de ce comportement, vous faire des remarques, et ces remarques vont être intégrées dans votre expérience et vont servir ensuite de variable d'entrée. Et le modèle fait une boucle, et ces expériences vont être ajoutées aux variables personnelles et aux variables situationnelles qui modifient l'état interne du joueur. Donc, vous voyez qu'il y a un modèle qui est très complexe des effets des jeux vidéo, et c'est cette complexité qui explique qu'on n'a pas des effets massifs entre un stimuli et puis une réponse. Alors, je sais qu'il y a tout un combat autour de certains gamers, autour de la représentation des joueurs, de la représentation des Noirs dans les jeux vidéo. C'est un combat qui est tout à fait honorable et tout à fait intéressant. Mais comme psychologue, la chose que je peux vous dire, c'est que c'est débrayer des comportements. Ce que je veux vous dire, c'est que le fait de modifier la représentation des minorités dans les jeux vidéo aura au mieux un effet faible, petite dizaine de pourcents, en étant très optimiste, sur la situation des Noirs dans la réalité. Et ça s'explique à la fois par le fait que les effets des jeux vidéo passent par des routes qui sont complexes, mais aussi par le fait que la représentation des minorités dans les jeux vidéo sont un reflet de la société. Et en agissant sur le reflet, il y a peu de chances que l'on agisse sur les choses, sur les choses réelles qui donnent ce reflet. Donc, comme pour conclure et puis pour lancer, j'espère, la discussion, il n'y a aucun doute sur le fait que vous avez des personnes qui trouvent, à raison, que la manière dont les personnes de couleur sont représentées dans les jeux vidéo est problématique, et que oui, d'un point de vue politique, il peut être tout à fait intéressant, voire même nécessaire, de faire en sorte que cette représentation change, mais ce changement de représentation est débrayé des changements qui peuvent affecter la vie des personnes de couleur au jour le jour. Voilà, je vais m'arrêter là pour lancer la discussion. Alors, merci beaucoup Yann pour cette présentation. J'essaie de voir si on a des questions rapidement avant de passer à la table ronde. Je n'en vois pas. Alors, est-ce que moi j'en ai? Il faut que je réfléchisse. On avait un petit souci avec les personnes de la table ronde. Je sais que dernièrement, personnellement, enfin, c'est pas dans l'industrie du jeu vidéo, mais c'était plutôt dans les jeux de cartes, par exemple. C'est une question qui me vient là comme ça. Il y a une demoiselle qui a dit, mais moi je ne veux plus jouer aux jeux de cartes avec les rois, les reines, parce qu'en fait il y a des valets, il y a des rois, et il y a la dame qui représente la figure féminine, mais bon, elle est jamais très puissante dans les jeux de cartes par rapport à d'autres
statut des jeux de cartes de 54 cartes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est dans les représentations, est-ce que c'est quelque chose qui joue implicitement pour nous à penser que peut-être la femme, elle est plus faible, ou le roi, il est plus fort parce que c'est le roi. Enfin, est-ce que c'est important, ce genre de débat? Alors c'est important puisque certaines personnes portent ce débat, hein. Mais de ce que je sais du développement des personnes, la représentation qu'une personne a d'elle-même, de la couleur de sa peau ou de son sexe, se construisent dans les interactions avec la famille. C'est là que vous construisez une estime de soi qui est solide, c'est là où vous héritez d'un bon narcissisme ou d'un narcissisme qui est fragilisé. Si vous avez eu euh, la chance d'avoir des parents qui vous soutiennent et qui vous reconnaissent totalement comme personne, c'est pas si facile que ça. Parce qu'avec les enfants, on a vite fait de faire à leur place ou de penser pour eux, eh bien, ouais, il n'y aura pas de problème, hein. Le fait de jouer avec le fait que dans un jeu de cartes, les personnages féminins soient moins puissants que les personnages masculins, enfin, pour moi, ça reste quelque chose de tout à fait secondaire. D'accord. Et il y a une autre question. Merci pour ta réponse. Alors, selon toi, quels seraient les leviers qui permettraient d'inverser cette perception négative des personnes noires dans l'industrie du jeu vidéo ou dans le monde de la fintech? C'est de Wow, Marie-France hey, Tenny. si j'avais une réponse à ça, je serais à Los Angeles tranquille et puis je vivrais ma meilleure vie, même si ma vie ici est tout de même sympa. Ben, c'est un combat de tous les jours, en fait, hein. C'est un combat contre le racisme et contre toutes les formes de racisme, même si c'est épuisant. Mais bon, je crois qu'en restant confiant et optimiste, on peut changer les choses. Nécessairement, ça va changer. On est en train de digérer les quelques 200 ans d'esclavage qui ont nourri le continent africain et puis le continent européen. Bon, on va passer à autre chose en y travaillant. D'accord. Eh bien, on te remercie pour cela. Et je crois qu'il y a une dernière question. Plutôt que la représentation, est-ce que la culture et l'environnement des personnages ne sont pas plus impactantes pour l'expérience du joueur? Alors ça, j'aurais du mal à répondre. Ou alors si je réponds, je vais donner juste un avis personnel qui est pas fondé. Les études que je connais, moi, ne portent que sur les représentations des personnes, très probablement parce que c'est quelque chose de plus facile à coder, hein. C'est facile de voir que tel personnage est noir et que tel autre est blanc, et donc c'est plus facile à classer. Ensuite, l'environnement culturel, ça va être un peu plus difficile. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Ah ben, j'en ai encore. C'est la dernière, hein. Après, on doit passer à la table ronde. Dans le jeu vidéo, on peut se mettre dans la peau de d'autres formes, des elfes, par exemple, des Khajiits, dans The Elder Scrolls, etc. Est-ce que le jeu vidéo ne serait pas aussi une possibilité de sortir d'une vision raciale? Oui et non, parce que quand on regarde de près les personnages dans lesquels on se glisse, on retrouve des stéréotypes. Alors, je passe beaucoup trop de temps dans World of Warcraft, mais si vous regardez les différentes races de World of Warcraft, vous avez des trolls qui ressemblent quand même beaucoup à des Jamaïcains. Ils sont quand même hyper cool comme les Jamaïcains, ils parlent avec un petit accent comme les Jamaïcains. Visiblement, ils prennent des produits qui sont plus ou moins toxiques, hein. Vous avez les taurennes qui évoquent fortement la Russie, etc. etc. Et même dans l'univers de l'Heroic Fantasy, en fait, la question raciale, on la retrouve, puisque vous avez la guerre entre l'illimité entre les nains d'un côté et les elfes de l'autre. Vous avez même, si vous allez dans le monde de Tolkien, vous avez différents elfes, vous avez les hauts elfes qui sont presque, c'est même mieux que des Ariens, et puis vous avez des elfes noirs qui sont qui vivent dans des forêts, qui sont un peu moins elfes. Ça reste quand même des elfes, hein, c'est sympa, mais il y a le qualificatif noir qui est utilisé. Juste une dernière chose, je voudrais dire que il faut garder en tête que ce sont des symboles. On manipule des symboles, hein. Et comme tous les symboles, ils ont une valence qui peut être positive et négative. Et ce serait vraiment dommage
de bloquer la discussion en ne voyant qu'un côté du symbole.